Bonjour et bienvenue en Principauté de Monaco où nous accueillons aujourd'hui Jessica Sbaralia. Originaire du Jura suisse, cette ancienne championne de tennis a décroché un diplôme dans une école supérieure de commerce tout en s'essayant en parallèle au monde du mannequinat. Il y a environ 4 ans, elle tombe dans une phase de réflexion qui l'amène à se poser des questions profondément existentielles en essayant de trouver un sens à sa vie. C'est alors qu'elle prend conscience de sa vocation à faire de l'agriculture. Oui, vous avez bien entendu, de l'agriculture à Monaco. Jessica, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes venue l'idée de créer Terre de Monaco ? Alors, Terre de Monaco, il y a plusieurs connivences. La première, c'est dans mon enfance. Mes parents avaient un petit jardin, je pense que ça devait faire dans les 500 mètres carrés en Suisse. C'était un jardin évidemment pour le plaisir. Et on arrivait à être en autosuffisance, en tout cas évidemment l'été, l'hiver on arrivait à congeler. Et ça m'a laissé premièrement un goût du fruit et du légume qui était fait naturellement, qui avait poussé à terme. Et aussi un côté social. J'avais des relations partagées avec mes parents, écosser les petits pois avec ma maman, planter les carottes avec mon papa. Et ensuite, quand je suis arrivée à Monaco, dans cette phase existentielle de ma vie, j'ai vu Fontvieille, la partie industrielle de la principauté, et il y a énormément de toits plats. Et pour moi, travailler la terre, c'est devenu une forme de méditation. Par le travail de la terre, je me suis guérie moi-même, en fait. Et de tous ces petits points, j'ai assemblé tout ça et je me suis dit, voilà, c'est de l'agriculture urbaine que je veux faire à Monaco. Et de là est partie l'idée de Terre de Monaco. J'aimerais que vous nous racontiez la phase de gestation de Terre de Monaco qui a duré à peu près 2 ans. Comment ça s'est passé concrètement ? La mise en place, c'était assez compliqué parce qu'évidemment, quand on lance une idée, entre le faire et le dire, il y a quelques mondes entre. Les premières complexités que j'ai rencontrées, c'était déjà de trouver de la place. À Monaco, on est sur un petit pays de 2 km² seulement. Il est à 80% bétonné. Alors donc j'ai dû démarcher certaines personnes sur la principauté pour essayer de sentir le terrain. Est-ce que l'agriculture urbaine, ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour eux? À l'époque, c'était pas si longtemps, c'était 3 ans, mais c'était quelque chose qui était beaucoup moins en vogue qu'aujourd'hui et donc on en parlait beaucoup moins. Donc les gens étaient intéressés de rencontrer cette grande blonde qui voulait planter 3 tomates sur la principauté, rien que pour l'idée déjà. Et après, une fois que je pouvais engager la conversation, ça devenait un peu moins utopique et un peu plus sérieux sur l'engagement que j'avais à travers ce projet. J'ai évalué aussi en prenant simplement Google Maps et puis en essayant d'analyser quelles étaient les possibilités de toits à exploiter, pourquoi il y en avait des qu'on pouvait exploiter, pourquoi d'autres pas. Est-ce que vous pouvez nous détailler les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dès le départ ? Il y en a eu quelques-unes quand même. Premièrement, en principauté, ça fait 200 ans que l'agriculture urbaine n'existe plus, l'agriculture tout court en fait. Ensuite, il fallait expliquer l'agriculture urbaine, mais qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça peut être viable, comment vous allez réussir à faire des légumes sur si peu de terre. J'ai commencé par mettre en place une campagne crowdfunding pour récolter en fait 25 000 € sur 2 mois. Et donc je me suis lancée tout en créant en même temps la société. Cette campagne a été une réussite, on a récolté 26 000 €, donc c'est une somme. Mais il fallait beaucoup promouvoir, démarcher les médias aussi, tout ça en n'ayant aucun potager, donc aucun visuel vraiment pour montrer voilà ça marche, regardez j'ai fait planter ma salade et ça pousse. Alors c'était assez compliqué de pouvoir imaginer ça pour les personnes. Et j'étais très contente d'avoir un retour positif, ça voulait dire qu'ils étaient engagés. Ensuite, il fallait trouver un financier parce que, surtout quand j'étais au début, je ne savais pas combien de mètres carrés j'allais pouvoir trouver, quel succès j'aurais, etc. Et donc, c'était compliqué de leur donner un aspect financier et difficile de dire, voilà, vous mettez aujourd'hui 50 000 et l'année prochaine, vous aurez 100 000. Non, ça, c'était pas possible. Quel a été le moment le plus difficile dans toutes ces étapes ? La partie financière était quand même très compliquée parce que la campagne crowdfunding c'était bien, mais c'était un tout petit morceau par rapport à tout ce que j'avais besoin. Cette aide financière est arrivée très tardivement. J'avais déjà créé la société, on n'avait que quelques mois. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui ?
Il y a beaucoup d'a priori sur les potagers. Oui, mais vos bacs, est-ce qu'ils fuient? Est-ce qu'on va avoir des écoulements d'eau? Non, mes bacs, ils sont imperméables. La partie qui est aussi une des parties difficiles à faire comprendre aux gens, c'est que les légumes qu'on produit, ils sont faits dans les valeurs du bio, donc aucun pesticide, aucun traitement, à part des traitements faits à base de plantes. Et donc l'autre question qu'on me pose souvent, ah mais vos légumes, est-ce que ils sont pollués? Est-ce que ça a un impact sur votre production? Sur la production, à mon sens, de ce que j'ai pu remarquer maintenant, non, ça n'a pas d'impact parce que ce ne sont pas des arbres, on n'a pas de transfert d'oxygène entre un légume ou un arbre, c'est différent. Ensuite, évidemment, il y a une pollution ambiante qu'on peut retrouver, on le voit sur nos balcons, c'est une poussière noire. Certes, elle se dépose sur vos feuilles de salade par exemple, mais de toute façon quand vous rentrez la manger, vous allez devoir la laver un minimum et tout ça va partir dans le robinet. Je suis en train de faire des analyses parce que ça c'est des mots, c'est bien gentil, mais j'aimerais pouvoir prouver ça scientifiquement. C'est un peu comme le miel qui a commencé sur Paris, qu'on disait pollué et qui a fini par être le meilleur miel par rapport à des miels qui sont faits en campagne parce que justement il n'y a pas de pesticides. Où est-ce que vous puisez toute cette force pour arriver à surmonter tous ces obstacles? Terre de Monaco, c'est mon âme, c'est vraiment quelque chose qui me représente. Parce que j'ai trouvé quelque chose qui me porte. Et je pense que si on passe son existence sans trouver cette petite chose qui vous fait voler, ça doit être très très difficile d'être heureux. Comment vous vous êtes formé exactement au maraîchage? Alors j'ai fait quelques fermes, juste des petits stages dans la région et après vraiment toute ma formation ça s'est fait donc à la ferme du Bec et Loing à Caen. Et c'était fait sur les 2 ans. En fait, je suis allée une semaine, après 2 semaines, et puis je revenais parce que je travaillais évidemment à côté. Vous avez mis en place une forme originale de recyclage. On recycle par exemple le fumier des chevaux et des poneys aussi. Juste au-dessus de chez nous, à la Turbie, c'est une ville en France qui est à 5 minutes de la principauté. Je l'ai fait évidemment analyser. On fait la même chose avec le fumier de tortue. Alors ça c'est assez original. On a des tortues qui sont situées sur le musée océanographique de la principauté. Sur le toit, il doit y avoir 7-8 tortues. Et donc j'ai également fait analyser ce fumier parce que je ne savais pas du tout les composants et ça équivaut à du fumier de mouton. Donc c'est parfait pour le potager. On recycle la paille. On a un événement en principauté qui s'appelle le jumping. C'est un événement de chevaux où on a énormément de bottes de foin. Et quand l'événement arrive, je leur demande si je peux leur débarrasser et ils sont très heureux parce que ça leur évite de les reprendre avec eux. Et donc à moindre coût, j'embarque une vingtaine de bottes de paille et de foin surtout. Et comme ça me permet de pailler mes potagers. Terre de Monaco naît le 24 juin 2016 avec la création d'un tout premier potager. C'est un potager de un petit peu plus de 30 mètres carrés qui se trouve à la Fondation Prince Albert II de Monaco. J'avais remarqué qu'il y avait un petit bout de terrain dans la fondation devant la villa et je leur ai demandé si c'était possible de m'installer et de faire un petit potager là pour exemple. Et ils m'ont donné leur aval. Donc j'étais très très contente de pouvoir commencer par un parce que dans tous les projets c'est le 1 qui est le plus compliqué et donc ça a démarré comme ça. Après la création de ce premier potager, vous continuez sur votre lancée. Combien de sites aujourd'hui sont cultivés à Monaco et sur quelle surface? Alors actuellement on a 5 sites et ça équivaut à plus ou moins 1400 mètres carrés de maraîchage en principauté. Le premier est la Fondation Prince Albert II, ensuite le Monte Carlo Bay où c'est un hôtel, 400 mètres carrés de maraîchage. Le principe c'est de vendre localement, donc c'est vendu au restaurant gastronomique Le Blue Bay. Ensuite on a l'Escorial qui est un potager un peu plus encastré où là on fait surtout des fruits rouges. Et on a inauguré dernièrement le potager de l'hôpital avec 250 mètres carrés. Où là, on a également 50 mètres carrés de fraisiers dans le mur. Et là, c'est vendu à la crèche pour les enfants et au self de l'hôpital.
Et le dernier potager qu'on vient de terminer, c'est à la Tour Odéon, où là on a 450 mètres carrés et une trentaine de fruitiers. Combien reste-t-il de surface cultivable selon vous à Monaco? Alors sur la principauté, j'avais déjà fait une estimation concernant les toits. Et donc de nouveau je reste sur la partie de Fontvieille, la partie industrielle de la principauté. On doit avoir pas loin de 4000 m² de toit encore exploitable. Quels sont vos objectifs précis en matière environnementale? Terre de Monaco, c'est pas seulement des potagers. Quand je démarche les personnes, j'explique qu'on peut aménager des poules et des ruches. Les poules, bon, pas seulement évidemment pour les œufs, mais parce qu'elles font un fumier intéressant pour le potager. Et puis, elles mangent aussi nos déchets végétaux, donc c'est un vrai circuit vertueux. Et les ruches vaut pour le miel, mais pour polliniser aussi le potager. Quels sont vos prochains projets? Je vais aménager à partir de la semaine prochaine un grand terrain à Saint-Laurent-d'Èze. C'est une ville qui est à 5-10 minutes de la principauté. C'est des grandes terrasses où on a 2000 m² à aménager, en maraîchage évidemment. Ensuite on a quelques discussions aussi pour des toits sur la principauté. Il y a aussi les prestations de services, c'est-à-dire l'aménagement de petits potagers pour les particuliers. Il y a pas mal de demandes et aussi des ruches. Comment avez-vous réussi à convaincre le prince souverain de vous soutenir? J'ai sollicité une audience auprès de Monseigneur Prince Albert II et il m'a reçu, et grâce à sa fibre écologique, je pense que le fait aussi qu'il ait lui-même un potager et des terres en France, c'est quelque chose qui lui a parlé tout de suite. De pouvoir aussi peut-être proposer et imaginer la principauté vue d'un autre visage, d'un autre côté, un peu moins superficiel, peut-être un peu moins luxe. C'était aussi, je pense, un des aspects qui lui a fait plaisir de pouvoir promouvoir. Et c'est quelqu'un de très simple et donc du coup, je pense que c'est ça qu'il a aimé. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de bonheur dans votre activité? Moi, je sais pourquoi je travaille, parce que je vois le résultat à la fin, donc le fruit, le légume. Et dernièrement, il y a un des chefs qui a goûté un de mes légumes, c'était une betterave. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait un goût de folie, la betterave. Et j'étais très surprise parce que c'est un très grand chef et je pense que de pouvoir épater un chef à ce niveau-là qui a dû en voir passer des tonnes et des tonnes de légumes, eh ben, j'étais très fière. Avez-vous un rêve pour la principauté en matière d'agriculture urbaine? Alors j'aimerais éventuellement un jour, si c'est possible, d'avoir un statut, parce qu'actuellement il n'y a pas de statut officiel, disons, d'agriculture urbaine ou agriculture tout court. Et ensuite j'aimerais beaucoup faire venir des gens, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient ravies, en tout cas je serais la première, de pouvoir écouter Monsieur Pierre Rabhi, qui est un de mes, disons, maîtres, des personnes auxquelles j'accorde beaucoup d'importance à ce qu'il dit, et peut-être d'autres personnes qui seraient intéressantes pour la principauté, sur la permaculture, sur le jardin. Alors si vous êtes la première intéressée, je suis la deuxième. C'est déjà bien, on va pouvoir faire quelque chose alors. Dans cet entretien, Jessica Sbaralia nous a fait part des difficultés qu'elle a rencontrées avant de pouvoir réaliser son projet. Tout d'abord, trouver de la place dans un pays de 2 km², densément urbanisé et où le mètre carré est le plus cher au monde. Ensuite, convaincre qu'une agriculture urbaine est non seulement possible à Monaco, mais aussi qu'elle a de l'avenir. Enfin, trouver le financement nécessaire tout en n'ayant aucun potager à offrir en démonstration. Pour certains, ces obstacles auraient semblé totalement impossibles à dépasser. Et pourtant, si Jessica Sbaralia l'a fait, pourquoi pas vous?